que vous voyez ici, hein, d'accord, ici, là, c'est la station actuelle, hein. Donc la station actuelle devait coûter 8 milliards, elle en a coûté 100 milliards, d'accord. Bon, elle devait être finie aussi en 1900, enfin dans les fins des années 1990, et elle a été finie en 2010 ou 2011 de mémoire, un truc comme ça. Donc ça vous montre que dès que vous faites quelque chose de très compliqué, forcément vous avez des dérapages parce que vous êtes dans de l'imprévisible. Donc quand vous voulez aller sur Mars, quand vous voulez aller sur la Lune, quand vous faites le projet ITER, enfin dès que vous faites quelque chose comme ça, forcément il y a de l'aléatoire. C'est pour ça que vous avez besoin d'un typologie d'une typologie de financier qui est bien différente parce que c'est pas du tout une société classique avec des jalons où vous pouvez vous dire au pire si on rate le jalon on le rate de 1 ou 2 ans et puis c'est tout. Ça peut devenir très très compliqué. Donc à l'heure actuelle la station spatiale internationale a un énorme problème, elle a des petites fuites, d'accord. Donc ça pose de très gros problèmes et il faut la changer. Donc la NASA, elle a mandaté plusieurs entreprises, hein. Elle a déjà lâché quand même 500 millions d'euros pour les designs, donc ça vous montre à quel point on est dans des choses qui sont colossales. Et en gros, il y a trois grands groupes qui sont là. Donc vous avez une start-up vraiment, qui s'appelle Nanorak, Starlab Nanorak, c'est celle-là. Vous avez Northrop Grumman, qui est un groupe dans le spatial et dans l'armement américain. Et vous avez Blue Origin de Jeff Bezos. D'accord. Donc ça, c'est les trois designs qu'il y a à l'heure actuelle. La problématique, c'est que, entre guillemets, on s'y prend un peu tard, hein, pour la faire. Et l'autre problématique, c'est que faire une station spatiale orbitale, c'est toujours très très compliqué. On va utiliser la plupart des sociétés, que ce soit Starlab, Northrop ou Blue Origin, utilisent des technologies qu'on utilisait déjà dans l'ISS actuel. D'accord. Par contre, il y a chez Northrop et chez Blue Origin un peu plus de nouveautés, voilà, un peu plus vraiment très nouvelles. C'est plus chez Blue d'ailleurs que chez Northrop. Donc ça c'est intéressant parce que suivant la sélection qu'il va y avoir du design par la NASA, ça veut déjà dire quelque chose. La manière de sélectionner le design va vouloir dire est-ce que la NASA veut absolument réussir à avoir quelque chose de rapidement en place et à ce moment-là on prendrait quelque chose qui serait sur l'architecture assez proche de ce qu'on a actuellement et donc on maîtrise, soit est-ce que la NASA veut vraiment créer des nouvelles technologies pour aller plus loin dans l'espace et aller de manière permanente, par exemple orbiter autour de la Lune ou ce genre de choses. À ce moment-là, il faudrait aller sur des technologies nouvelles et il faudrait aller sur des designs nouveaux qui forcément auraient des problématiques de coût, de temps et tout. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, entre guillemets, le spatial, on l'a laissé de côté. C'est-à-dire que dans les cycles d'innovation, vous avez des problèmes de temps en temps, c'est-à-dire que vous avez certaines technologies, elles finissent par être abandonnées. En gros, il y a deux grands piliers technologiques qui ont été abandonnés ces dernières années. C'est le spatial. Dans les années 2000, on a commencé un peu à l'abandonner. Et c'est le nucléaire. Voilà. Pour des raisons diverses. Le spatial, c'est parce que certains pensaient que c'était gadget, parce qu'on pensait qu'on avait déjà été sur la Lune et que c'était déjà bien et tout. Le nucléaire, parce que beaucoup pensaient que c'était dangereux, ce genre de choses, donc qu'on avait qu'à faire multiplier les mâts et faire tourner des éoliennes partout ou mettre des panneaux solaires sur toute la France. Voilà. Il se trouve que les Allemands qui ont choisi cette manière de faire, bah, ils n'ont pas très bien réussi leur idée. Mais là, ce qu'on voit depuis quelques temps, c'est que beaucoup de ces secteurs qui étaient un peu des secteurs technologiques endormis, qui avaient vécu une innovation extrêmement forte dans les années 60, 80, 90 quasiment, ils sont en train de revenir de manière très très puissante. Parce que tout ce qui était et qui a fait l'innovation dans les années 2000-2020, c'est-à-dire tout ce qui est les puces, l'innovation de physique, l'innovation autour de l'informatique, l'innovation autour du médical, maintenant, elle a besoin de beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'on est dans une phase de transition et donc il faut articuler un nombre important d'innovations ensemble et il faut aller dans toutes les directions. Donc ça, c'est quand même des choses très très intéressantes. Bon,
sur l'ISS en tant que tel, la NASA est pas très optimiste. C'est-à-dire que le rapport interne des inspecteurs de la NASA dit que, en gros, même si on arrêtait assez rapidement les designs et qu'on lançait, pour 2030, quand on devrait arrêter l'ISS, ça ne sera pas possible. On aura un truc qui ne fonctionnera pas. D'accord? Donc, ça veut dire que soit il faut, pour aller plus vite, mettre plus d'argent, parce que vous pouvez toujours comprimer à peu près le temps quand vous mettez de l'argent. Plus vous mettez d'argent, plus vous allez comprimer le temps. Voilà. Il y a une limite, hein, c'est-à-dire vous pouvez pas mettre des trillions et envoyer un truc demain dans la Lune. Ça va pas marcher. Mais sur la Lune, ça va pas marcher. Mais par contre, plus vous mettez d'argent, plus vous avez une capacité d'un peu réduire ce temps, sachant qu'en plus vous avez toutes les optimisations techniques qu'on a maintenant, donc les algorithmes, les intelligences artificielles qui vous permettent de modéliser certaines choses. On en avait parlé avec les digital twins. Donc par exemple, c'est quelque chose qui est utilisé par Blue Origin, hein. Ils ont un digital twins de leur design et ils font des modélisations sur leur digital twins. Ça demande énormément de puissance, mais ça vous montre à quel point les digital twins c'est très très important et c'est une notion qu'il faut garder en tête. D'accord ? Donc ça c'est la vision. Pour améliorer et pour aller plus vite, il y aurait une autre solution aussi qui réduirait les coûts pour les Américains, ça serait d'incorporer dans le projet les Européens et les Japonais de façon un peu plus forte et donc de partager les coûts. La problématique c'est est-ce que ça intéresse les Japonais ou les Européens ? Les Européens ils ont envie de combattre SpaceX, c'est-à-dire que pendant un certain temps on est resté un peu reposé sur nos lauriers en disant que Arianespace c'était le leader incontesté du lanceur de satellites, que personne ne nous battrait jamais, qu'on avait battu les Américains, qu'ils avaient arrêté leur fusée et qu'ils utilisaient des fusées russes, et que c'était un domaine où les Américains ils ont perdu. Bon, les 10 dernières années nous ont montré que les Américains qui avaient tout perdu étaient capables quand même de rapidement revenir dans la course et même passer en tête, parce que maintenant c'est plutôt Arianespace qui a des problématiques. Donc, est-ce que l'Europe aurait envie de travailler avec des startups qui ne sont pas des startups de chez européennes et tout? C'est un peu... ça se discute. Ça se discute. Et après, vous avez une autre vision aussi qui est tout aussi intéressante. C'est quoi? C'est celle qu'oppose SpaceX. C'est-à-dire que SpaceX n'a pas fourni de design. Pourquoi? Parce que l'idée de SpaceX, c'est de dire ça sert à rien d'envoyer une station dans l'espace et de la laisser tourner. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer le Starship, on va le monter dans l'espace, on va le laisser en orbite, puis on va le faire redescendre. Et du coup, en fait, on va jamais jeter le truc, et on va juste avoir besoin de carburant. Et en plus, plus on va améliorer notre vaisseau, plus on pourra aller loin, donc on pourra aller sur la Lune, sur machin, et on pourra faire tous nos trucs. Donc ça, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que je vous le dis, quand dans un univers technologique, vous commencez à avoir des gens qui ont cette idée, d'autres qui ont cette idée, et que tout le monde va un peu dans son sens, mais que tous les gens qui vont chacun dans un sens, ils ont des financements, vous avez un foisonnement technologique qui forcément est bénéfique pour l'humanité et est bénéfique aussi pour nous investisseurs, parce que, comme je vous l'ai dit, hein, par exemple, les nouvelles combinaisons pour la Station Spatiale Internationale, elles ont été créées par Under Armour, et Under Armour vous explique que le fait d'avoir eu ce contrat avec la NASA leur a permis de développer des technologies de rupture, et que ces technologies-là, après, elles vont arriver dans les baskets, dans les t-shirts des athlètes, dans tout ça, et ça va, il va y avoir une émulation, en fait, hein. Et ça, c'est très important parce qu'il y a deux grands secteurs où vous avez drivé énormément de connaissances dans les années 1950-1990. C'est le nucléaire et le spatial. Pourquoi? Parce que c'est des domaines dans lesquels vous devez massivement investir. Vous avez un nombre de startups et un nombre de laboratoires de recherche qui est impressionnant. Donc vous avez une obligation d'une multitude de sociétés de travailler entre elles. Vous ne pouvez pas vraiment avoir un Google qui capte toute la valeur. C'est pas vraiment possible dans le spatial. Il faut vraiment une multitude de sous-acteurs, des gens qui vont faire des pièces extrêmement petites mais critiques et qui vont avoir un prix très élevé. Donc vous avez énormément de petites PME du spatial et de petites PME du nucléaire qui vont retrouver une jeunesse avec le retour en grâce du nucléaire et du spatial. Et ça, c'est très intéressant parce que beaucoup des avancées qu'on a eues dans l'industrie, elles étaient dues à ces deux secteurs-là
dans les années 1950-1990. Donc le fait que ces deux secteurs redeviennent sur le devant de la scène et retrouvent des financements, c'est très intéressant pour nous en tant qu'investisseurs, parce que c'est vraiment un secteur où c'est vrai que l'industrie, c'était un secteur où l'innovation, elle était là. C'est-à-dire, il ne faut pas dire qu'il n'y avait pas d'innovation, parce que ça serait pas vrai, mais l'innovation, elle était quand même largement plus limitée que ce qu'on a eu en sortie de la guerre. Alors après, en sortie de la guerre, on l'a eu aussi parce qu'on a surinvesti, ce genre de choses. Et là, on rentre dans le même cycle. Donc ça, c'est intéressant hein, pour nous en tant qu'investisseurs. C'est très très intéressant. C'est pour ça que ça peut paraître anecdotique pour certains, la course à la nouvelle station spatiale. Et il y en a qui me diraient, oui, non, mais tu comprends, notre problème, c'est la montée des eaux et tout. Qu'est-ce qu'on se fait chier avec l'évolution de la station spatiale ou ce genre de choses. Mais en vérité, c'est des choses qu'il faut voir dans leur temps et dans leur avantage à très long terme. Et c'est un avantage considérable pour nous, et ça va driver vraiment une technologie qui est considérable. Et d'ailleurs, dans la plupart des sociétés que vous voyez maintenant, dans les SPAC, ce genre de choses, vous voyez de plus en plus de gens qui investissent dans le spatial et qui investissent dans le nucléaire, parce que c'est des secteurs où il commence à y avoir quelque chose et qui commence à intéresser les gens.